Bonjour Nathalie Loiseau. Bonjour. Vladimir Poutine veut donc bien d'une trêve en Ukraine, mais avec des nuances, beaucoup de nuances. Alors on parle de oui mais ou de non mais selon vous? C'est oui mais non mais peut-être. C'est un oui théorique pour faire plaisir à Donald Trump, mais derrière les conditions qui sont mises par Vladimir Poutine montrent qu'il ne veut pas la paix, en tout cas pas une paix juste. Ce qu'il veut, c'est la capitulation de l'Ukraine. Il n'y a pas renoncé, et comme Donald Trump, lui, a déjà abattu une grande partie de ses cartes sur la table, Vladimir Poutine se dit qu'il peut obtenir encore plus que l'Ukraine n'entrant pas dans l'OTAN, encore plus que des territoires qui ne seraient pas redonnés à l'Ukraine. Donc il tire, et Donald Trump est assez démuni. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va mettre enfin la pression sur la Russie, ce qu'il n'a pas fait, ou est-ce qu'il va faire encore plus de concessions, ce qui n'est pas impossible? On entend dans l'entourage de Trump l'idée de lever les sanctions. On a vu quand même cette nuit une sanction, alors c'est un petit peu passé inaperçu, mais sur un système de paiement que les Russes peuvent utiliser aux États-Unis pour payer notamment pour le pétrole, et ce système n'est plus valide, alors que c'est Joe Biden qui l'avait permis. Donc malgré tout... C'est une micro-sanction. C'est une micro-sanction. Mais Vladimir Poutine, pour revenir à lui, il est finalement toujours dans la position qui était la sienne au début de ce conflit. C'est-à-dire il ne veut pas de force de l'OTAN dans les pays voisins. Là, il rajoute qu'il n'y aura pas de force d'interposition européenne comme le prévoit le plan des Anglais et des Européens. Quel espoir il y a aujourd'hui de contraindre Poutine à accepter? Vladimir Poutine, il veut obtenir de Donald Trump ce qu'il n'a pas obtenu sur le terrain militaire. Ça fait 3 ans que Vladimir Poutine essaye d'envahir toute l'Ukraine. C'est bien son projet. Ça fait 3 ans qu'il n'y arrive pas. Et il essaye d'obtenir de Trump une Ukraine démilitarisée, affaiblie, sans garantie, c'est-à-dire l'occasion pour lui de refaire des forces et de l'attaquer à nouveau. La seule méthode, c'est celle que les Européens ont employée, à mon sens pas assez et pas assez vite, c'est de mettre l'Ukraine en situation d'être beaucoup plus forte à la table des négociations. C'est-à-dire que Vladimir Poutine sente la pression militaire, sente la pression économique. Le problème de Trump, c'est qu'il est pressé. On ne dit jamais quand tu commences une négociation qu'on est pressé. C'est un aveu de faiblesse. Celui qui en vrai est pressé... C'est de l'impatience, ce qui s'est passé, le revirement des derniers jours du côté de Donald Trump, c'est comme ça que vous l'analysez? Non, il y a eu... pressé. Il y a eu... Alors, depuis le début, depuis sa campagne, Donald Trump claironne partout qu'il veut se débarrasser de ce problème ukrainien. C'est un cadeau qu'il fait à Vladimir Poutine. Mais... D'autant plus que l'économie russe va très mal, d'autant plus que puiser dans les ressources financières russes pour financer la guerre, ça devient de plus en plus difficile pour Poutine. Poutine se dit, Trump est pressé, ça tombe bien, moi aussi, je vais l'obliger à accepter des concessions que je n'aurais jamais eues sur le terrain. Mais quand même, Nathalie Loiseau, quand on voit ce qu'a dit Vladimir Poutine hier, c'est finalement pas très très différent, et vous le disiez, de ce qu'il dit depuis 2022. Une Ukraine, on le comprend, démilitarisée, plus de livraison d'armes, évidemment éloignée de l'OTAN, mais même de l'Ouest, et davantage tournée vers l'Est. Il y a cette idée de dénazification, ce sont les mots de Vladimir Poutine. Il veut une marionnette à la tête de l'Ukraine qui lui obéisse. Donald Trump, il ne peut pas accepter ça. Vous pensez qu'il pourrait l'accepter? Ce serait un camouflet pour Donald Trump, et ce serait l'aveu de la faiblesse des États-Unis. C'est ce que nous disons, nous, Européens, aux Américains, depuis l'arrivée de Donald Trump. Nous lui disons, ne faites pas ça, sinon l'ensemble du monde saura qu'on ne peut pas compter sur vous. Le problème, c'est que ce qu'on constate en ce moment, c'est que Donald Trump n'a pas d'alliés, ne veut pas d'alliés, il ne veut que des pays qui lui sont soumis. J'espère qu'il va finir par entendre le message des Européens qui lui disent « c'est le crédit des États-Unis dans le monde qui est en jeu aujourd'hui si vous abandonnez l'Ukraine, si vous lâchez l'Ukraine, si vous donnez à Vladimir Poutine politiquement ce qu'il n'a pas été capable de conquérir militairement. » Le changement politique à Kiev, ça c'est une option qui est acceptable selon vous? Zelensky lui-même a proposé de quitter son poste en échange d'une adhésion à l'OTAN, certes, mais il a mis ça sur la table. Zelensky n'est pas accroché à son poste, même si aujourd'hui, sa popularité est encore plus élevée qu'elle ne l'était. Elle frôle les 70% d'opinion favorable. Je dis ça parce que je ne connais pas un dirigeant occidental qui ait une popularité pareille. Il peut quitter son poste et se représenter. Enfin, il avait dit de manière très courageuse, si les États-Unis, et ça n'est pas le cas,
font entrer l'Ukraine dans l'OTAN, et si la condition c'est que je démissionne demain. En même temps, c'était aussi une condition dont ils savaient qu'elle ne serait probablement pas remplie. C'était aussi une manière de dire que quand Vladimir Poutine réclame des élections, Volodymyr Zelensky ne s'accroche pas à son poste. Mais comment est-ce que vous faites des élections aujourd'hui en Ukraine avec des millions de déplacés, des millions d'Ukrainiens qui sont à l'étranger et des millions d'Ukrainiens qui sont sur le front? Alors, possible. Nathalie Loiseau, quand même, il y a un mot qu'on n'entend pas là ces 24 dernières heures, que ce soit côté américain, côté russe et même côté ukrainien d'une certaine façon, c'est le mot Europe. Où est-elle, l'Europe? Comment elle peut peser là dans ce qui est en train de se passer et qui apparemment se passe complètement en dehors des Européens? Alors, vous avez raison de dire apparemment. Vous avez Donald Trump qui est drogué au micro et aux caméras. On n'a jamais vu un président américain passer sa journée avec des caméras de télévision dans le bureau ovale. C'est quand même assez troublant. J'ai à peu près certain qu'il ne fera pas de la place devant la caméra à des Européens. Mais d'abord, qui pour vous sont là quand même. La réconciliation Zelensky-Trump après l'incident du bureau ovale, c'est les Européens. Les garanties de sécurité pour l'Ukraine... C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de travail en coulisses, et la diplomatie, c'est pas nécessairement un exercice de télé-réalité pour faire en sorte que les demandes de Volodymyr Zelensky soient entendues par les Russes, par les Américains, pardon, les Russes on n'y est pas, par les Américains, notamment au moment de la rencontre en Arabie Saoudite. Mais qui est à la manœuvre On dit qu'Emmanuel Macron parle beaucoup à Donald Trump. Emmanuel Macron, Keir Starmer... ceux que Donald Trump respecte parce que ils sont membres permanents du Conseil de sécurité, parce qu'ils détiennent la dissuasion nucléaire et parce qu'ils sont prêts à mettre des troupes près de l'Ukraine ou en Ukraine en tant que garantie de sécurité. Et ça aussi, ça avance. Vous avez vu, et ça s'est passé à Paris, la rencontre des chefs d'état-major d'une trentaine de pays qui sont prêts à mettre des troupes jusqu'à 30 000 hommes. La planification avance. Vladimir Poutine répète et fait répéter qu'il n'en veut pas. Mais Vladimir Poutine parle à la place d'un pays souverain. C'est pas à lui de décider qui en l'occurrence, s'il s'agit de troupes de maintien de la paix, on peut imaginer que les deux parties devraient être d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le message de Vladimir Poutine? Ce serait dans le cadre d'un accord de paix, des troupes qui seraient là pour vérifier qu'il n'y a pas de nouvelle agression russe. Si Vladimir Poutine n'en veut pas, il nous dit clairement « j'ai l'intention d'agresser à nouveau l'Ukraine ». Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de paix, qu'il ne veut pas de paix. L'Europe, puisqu'on en parle, les eurodéputés ont adopté avant-hier une résolution sur le financement de la défense européenne qui demande aux 27 d'aller bien plus loin que le plan Rearm Europe d'Ursula von der Leyen. Le livre blanc que vous avez rédigé... Alors, c'est moi qui ai rédigé la résolution et qui est négociée avec les autres groupes. Le livre blanc, il va être il va être présenté par la Commission européenne la semaine prochaine. J'ai beaucoup travaillé avec ceux qui l'ont préparé. Il y a une demande en urgence, il y en a plusieurs, mais qui est l'utilisation des avoirs russes saisis pour aider l'Ukraine. Ouais. Et vous balayez l'obstacle juridique avancé par certains. Expliquez-nous. Alors, ceux qui disent que les Européens n'ont pas le droit de confisquer les avoirs ont raison. Juridiquement, les Européens ne peuvent pas le faire. Il y a un pays qui peut confisquer ses avoirs, c'est l'Ukraine. Simplement, les avoirs sont en Europe, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon. Ce que nous proposons, et ça c'est juridiquement solide et financièrement solide également, c'est de prêter cet argent à l'Ukraine. L'Ukraine le gage sur les réparations que lui doivent la Russie. Et si la Russie ne lui paye pas de réparation, l'Ukraine nous demande le transfert de ses fonds et elle les confisque. Juridiquement, c'est imparable. Et je voudrais qu'aujourd'hui, les États membres, y compris le mien, me disent pourquoi on ne le ferait pas. Réparation ça n'est plus qu'une question de volonté politique. Et vous vous appuyez là-dessus sur l'Assemblée générale de l'ONU qui a souligné la responsabilité de l'État russe, donc le droit à réparation des Ukrainiens. Et sur la Commission des droits des Nations Unies, qui considère qu'un État lésé peut demander réparation et peut confisquer des avoirs pour cette réparation. Et vous répondez quoi, à ceux qui craignent de faire fuir les investisseurs? On l'entend de l'extrême droite à l'extrême gauche dans les chiffres français. On l'entend à l'extrême droite et on l'entend à l'extrême gauche. Je n'avais jamais vu l'extrême gauche s'intéresser aux investisseurs, mais quand il s'agit des Russes, tout d'un coup, oui. Je leur réponds qu'on a gelé ces avoirs, que le signal, on l'a déjà assumé vis-à-vis des investisseurs internationaux, qu'on était capable de geler des avoirs, pas n'importe quand, pas n'importe comment, pour une raison très précise, parce que la Russie avait envahi son voisin. Ce signal, on l'a donné. Vous pouvez placer tout ce que vous voulez en Europe. Si vous lancez une guerre contre votre voisin, vous êtes plus à risque. Je trouve que c'est
plutôt sain d'avoir donné ce signal, et en l'ayant donné, les investisseurs n'ont pas fui. Vous êtes également... vous avez dû évidemment voir également le fait que Ursula von der Leyen a évoqué la question des déficits et la règle, la fameuse sacro-sainte dette des 3% de déficit pour effectivement des investissements dans la défense qui pourraient être mis en cause. Vous qui venez d'un parti avec je parle du parti Horizon, avec un leader, Édouard Philippe, qui est très attaché à la rigueur budgétaire. Est-ce que vous ne dites pas, finalement, qu'importe le motif, c'est quand même potentiellement un peu dangereux pour les finances publiques? Commençons par investir massivement dans la défense avec l'argent qu'on a, avant de le faire avec l'argent qu'on n'a pas. On a de l'argent ? Ursula von der Leyen l'a dit aussi, c'est passé beaucoup plus inaperçu. Il y a des milliards qui ne sont pas dépensés dans les fonds européens. Aujourd'hui, du budget que nous avons voté, il y a probablement des dizaines, voire on dit 300 milliards de dollars. Je ne sais pas, d'euros. Je ne sais pas si c'est vrai. Commençons par dépenser ce qu'on a et qu'on n'avait pas besoin de dépenser. De la même manière, au niveau national, on doit dépenser davantage en matière de défense parce qu'il y a eu des décennies d'indolence et de complaisance. Vous vous souvenez, les dividendes de la paix qui étaient vantés à l'époque par Laurent Fabius, c'est-à-dire on n'a plus besoin de la défense. Ce que vous nous dites, c'est qu'on peut donc dépenser plus pour la défense sans aggraver le déficit. Essayons d'abord de faire ce que nous avons à faire avec l'argent que nous avons. Mais donc, un emprunt européen, c'est pareil. Vous dites, non, ça, c'est pas de l'argent qu'on a. Si, en plus, il y a des besoins qui ne sont pas couverts, et je le crains, parce que pendant longtemps, les Européens ont dit, si on met bout à bout nos dépenses de défense, on est le deuxième espace au monde. Sauf que c'est un espace fragmenté. Mais quand on voit la Russie et la Chine aujourd'hui, la vitesse avec laquelle elles vont, notre responsabilité, c'est ce que nous demandent nos concitoyens, c'est de les défendre et c'est de les protéger. Il faut donc combler nos lacunes, et il y en a. Il vaut mieux les combler en européen que de le faire séparément. Sinon, on risque gaspiller de l'argent. Est-ce qu'il faut un grand emprunt? J'y suis pas hostile à partir du moment où c'est de l'investissement. Vous parlez d'un grand emprunt européen. Ce que je ne supporte plus, c'est la dette pour des frais de fonctionnement. De la même manière que dans votre foyer, faire un crédit à la consommation, c'est généralement quelque chose qu'on vous déconseille. En revanche, emprunter pour acheter un bien durable, c'est différent. Un mot peut-être, avant d'aller au fil info, sur la commande. Acheter avec quel argent, on vient d'en parler, mais acheter quoi? Est-ce qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, forcer, ou en tout cas inciter fortement à acheter européen? Et comment? On voit mal aujourd'hui comment on peut se passer des États-Unis. Écoutez, aujourd'hui au Portugal, le ministre de la Défense portugais a annoncé qu'il renonçait à acheter des F-35, donc des avions de chasse américains, parce qu'il préférait travailler avec des partenaires fiables. Quelle claque pour Donald Trump, parce que Est-ce que ça veut dire que vous demandez pardon, Nathalie Loiseau, à ceux qui ont des commandes passées de F-35, de dire, on va peut-être revoir nos commandes, et ça concerne beaucoup de pays. C'est des décisions souveraines. En revanche, s'il doit y avoir de l'argent européen, de l'argent du contribuable européen pour aider à des achats, alors là, oui, préférence européenne. On ne va pas prendre l'argent des contribuables européens pour acheter américain. Après, il y a juste un petit détail, Nathalie Loiseau, c'est qu'il va falloir produire en quantité suffisante en Europe. Et ça, pour le coup, c'est pas demain, c'est pas tout de suite. C'est pas vrai. Moi, je parle beaucoup, tout le temps, aux industriels de la défense. Ils sont capables d'augmenter leur capacité de production. Ils l'ont déjà fait pour l'Ukraine, notamment pour les munitions, notamment pour les missiles. Mais pour ça, il faut qu'ils aient des commandes. Toutes les commandes de F-35, si on les annule, on peut les remplacer par du matériel Vous demanderez ça européen. Je vous la pose. Vous demanderez ça à Dassault, ou vous demanderez ça aux autres. On pourrait en produire 5 Rafales par mois sous peu, mais on est quand même assez loin des chiffres. Mais ça dépend des commandes. Vous savez, dizaines de F-35 qui sont commandés en Europe. Un industriel, il met en place ses capacités de production en fonction des commandes qu'il a et de l'avenir qu'on lui propose. S'il a une commande et que les autres sont incertaines, il ne va pas faire plus. Nathalie Loiseau, vous restez bien sûr avec nous. On se retrouve juste après votre fil info à 8h47. Magali Homo. C'est une guerre idiote, la déclaration ce matin du ministre de l'économie à propos du bras de fer commercial engagé par Donald Trump. Le président américain menace de multiplier par 3 les droits de douane sur le vin ou le champagne européen. Si on veut négocier avec lui, il faut qu'on se mette à armes égales, explique Éric Lombard. Il se rendra aux États-Unis dans les jours qui viennent. La parole continue de se libérer dans le sillage de l'affaire Notre-Dame de Bétharram. La cellule d'écoute du diocèse de Limoges a reçu 2 signalements, 2 anciens élèves
élèves de l'école catholique Ozanam, où des prêtres de la congrégation de Bétaram ont officié. Ils dénoncent des abus commis il y a quelques dizaines d'années. C'est le premier projet d'attentat déjoué cette année. Un lycéen de 17 ans a été mis en examen, placé en détention provisoire hier soir, interpellé près de Vesoul en Haute-Saône. Lundi, en possession d'un couteau, il projetait, selon les enquêteurs, une action violente. Les États-Unis face à un risque de shutdown. Les démocrates au Sénat doivent décider s'ils souhaitent apporter leur voix à un texte des Républicains qui comprend d'importantes coupes budgétaires ou s'y opposer et donc paralyser le pays. La date limite, ce sera la nuit prochaine à minuit, heure de Washington. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Bay. Et ce matin, Nathalie Loiseau, députée européenne centriste, présidente de la Commission sur le bouclier démocratique de l'Union européenne au Parlement européen. Vous êtes aussi secrétaire nationale du parti Horizon et on dira un mot du parti et de la campagne présidentielle d'Édouard Philippe. Mais d'abord, les droits de douane américains, ouais. C'est l'autre actualité ce matin. Cette guerre commerciale, 200% sur les champagnes, les vins et spiritueux, c'est la nouvelle menace de Donald Trump. Éric Lombard, le ministre français de l'économie, qui était sur France 2 ce matin, indique que il va falloir répondre à hauteur de ces 200% et assumer l'escalade. C'est aussi votre avis ? Non, il faut mettre en place la désescalade. Donald Trump aime la paix, mais il aime la guerre commerciale. Or, la guerre commerciale, ça ne fait que des perdants. Pour le moment, les décisions que Donald Trump a prises aux États-Unis font du mal à l'économie américaine. Il faudrait qu'il commence à s'en rendre compte. Il a commencé par mettre en place des taxes sur les aciers, partout à travers le monde, donc notamment en Europe, 25%. Les Européens se sont contentés d'annuler la suspension de leur réponse au premier mandat de Donald Trump. Et évidemment, il sort en parlant de 200% Nathalie sur les vins, sur les champagnes français. Pourquoi il fait ça ? Parce qu'il essaye de diviser les Européens. Mais en même temps, vous dites qu'il faut la désescalade. Mais quand on voit les propos du ministre de l'économie ce matin qui dit qu'il faut assumer l'escalade, vous dites voilà les conséquences que ça peut avoir. Il y a quand même plus de 400 000 emplois directs et indirects dans la filière viticole. Bon, exactement, c'est pour ça que assumer l'escalade, c'est pas un objectif en soi. L'objectif en soi, c'est que enfin. Mais ça veut dire quoi faire la désescalade ? D'abord, c'est un sujet européen, c'est pas un sujet national, et c'est notre intérêt de le porter au niveau européen à 27, parce qu'on est beaucoup. On va dire que la France est quand même très impactée. L'Espagne, l'Italie, la France, dans les pays qui sont les plus concernés par ces 200% potentiels. Calmons-nous, oui. C'est une menace. C'est fait pour faire exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire un ministre français qui dit je vais y aller. Nathalie Loiseau, c'est une riposte au fait que manifestement l'Europe a décidé de se battre désormais. De ne pas se laisser faire. Il y a des représailles aux ripostes et des ripostes aux représailles. Et c'est pour ça que j'appelle à la... Et finalement, ça a l'air quand même un peu de fonctionner puisque ça fait réagir les Américains. On pourrait voir comme ça non, puisque ça ne fait que monter dans les tours et au contraire d'essayer de diviser les Européens. Donald Trump, faut arrêter de penser que c'est un imbécile. S'il parle de champagne, il sait que ça impacte un pays. Et il espère que ce pays va se décider. Oui, il a cité en plus la France nommément il espère que ce pays va se désolidariser des autres. C'est tout le contraire qu'il faut qu'on fasse. Donc il faut céder, c'est quoi ? Non, il faut rester unis à 27. Certainement pas partir en ordre dispersé, c'est la pire des choses à faire. Et il faut qu'enfin, on puisse négocier avec les États-Unis. Ce que je tiens à souligner, c'est que depuis l'investiture de Donald Trump, les Européens se sont rendus à Washington, qu'il n'y a eu aucune négociation possible. Mais Donald Trump, pour le moment, il fait beaucoup de bruit. Vous avez vu que sur les autres taxes, par exemple vis-à-vis du Canada, il y avait 100%, 200%, 300%. Ils ont été ajournés. Et puis, dans la même journée, elles étaient ajournées. Donc, c'est beaucoup de gesticulation à titre de politique intérieure. On n'est pas obligé de se comporter comme Donald Trump dans des conditions comme celle-là. Il y a des emplois en jeu, il y a des intérêts économiques en jeu. Un mot quand même aussi sur la manière de travailler de l'Europe que vous connaissez bien. On avait des viticulteurs français ce matin sur l'antenne de France Info qui nous disent on ne comprend pas pourquoi l'Europe est allée taxer les bourbons et les whisky américains qui représentent à peu près rien du tout, alors que nous, si on se fait taxer, ça représente beaucoup. Est-ce que la France n'a pas réussi à se faire entendre au niveau de l'Europe ? Je suis en soutien total avec nos viticulteurs.
l'Europe n'a encore rien taxé. Elle a annoncé qu'elle annulerait la suspension des taxes qui avaient déjà été décidées dans le premier mandat. Sans sortir au ces 1er avril, avec un certain nombre de produits qui sont emblématiques aux États-Unis et qui permettent que des hommes politiques américains commencent à demander des comptes à Donald Trump. C'est ça qu'on essaye de faire. Et si Donald Trump poursuit dans cette course folle qui ne fait que appauvrir et fragiliser tout le monde, il y a un deuxième paquet qui est prêt à la Commission européenne, parce que souvenez-vous que c'est vrai que nous avons un excédent commercial avec les États-Unis sur les biens, c'est même notre principal partenaire commercial pour l'Europe, mais nous avons un déficit très fort sur les services. Et là, on va pouvoir commencer à mettre un certain nombre de choses sur la table. Exactement. Nathalie Loiseau, il faut qu'on dise un mot de ce soupçon de corruption qui ressurgit au Parlement européen 2 ans après le Qatar. Insupportable. Après la Qatargate, la justice fédérale belge soupçonne des lobbyistes de Huawei, la firme chinoise, d'avoir corrompu une quinzaine d'eurodéputés à coups de cadeaux. Aucun enseignement, c'est le sentiment qu'on a, n'a été tiré du Qatargate ? Alors, je n'en sais rien, mais je suis dans une colère noire. Si la cupidité de quelques-uns jette l'opprobre sur le dévouement de tous les autres, nous sommes 720 députés européens. Moi, je n'ai jamais vu personne me proposer. Vous n'avez jamais accepté ou... C'est-à-dire qu'on ne m'en propose pas. Peut-être parce que j'ai un comportement qui ne laisse place à aucune forme d'ambiguïté. Alors simplement, j'ai lu comme vous ces accusations dans la presse, ces soupçons dans la presse. J'ai immédiatement demandé à la présidente du Parlement européen de faire toute la transparence sur ce qu'elle sait. Pas encore. Et je pense que le plus vite sera le mieux. Je sais que 2 bureaux ont été scellés hier à Bruxelles. Nous étions à Strasbourg en plénière. 2 bureaux de collaborateurs. Je n'en sais pas plus. Je respecte la présomption d'innocence. Mais si vraiment il y a des corrompus dans ce Parlement européen, je suis dans une colère noire à leur encontre. Mais je voudrais aussi jeter un coup de projecteur sur ceux qui sont toujours supposé être corrupteur, une entreprise chinoise. Moi, c'est la raison pour laquelle je préside une commission de lutte contre les ingérences étrangères, parce qu'aujourd'hui, sur le plan politique, sur le plan commercial, sur le plan de l'espionnage industriel, nous sommes la cible d'opérations malveillantes venant de pays qui ne nous veulent pas du bien, et il faut apprendre à beaucoup mieux se protéger. Avec le recul, vous dites qu'il y a eu certaines prises de position pro-chinoises un peu étonnantes ou pas ? Alors, pas que je sache, parce que la Chine a eu la maladresse insigne de sanctionner un certain nombre d'entre nous dans le précédent mandat, de leur interdire, par exemple, de se rendre en Chine, notamment parce qu'on défend Taïwan, parce qu'on défend les Ouïghours. Donc il n'y a pas une sinophilie particulière dans les décisions du Parlement européen. C'est peut-être la raison pour laquelle Huawei s'est dit qu'il voulait redorer son image. Tout ça, c'est des suspicions, c'est des peut-être. Je fais attention à ce que je dis, mais vraiment, si quelques-uns par leur comportement salissent le travail de tous les autres, il y a de quoi être extrêmement en colère, et je suis très en colère ce matin. Un dernier mot, Nathalie Loiseau, sur la politique en France. Je rappelais tout à l'heure que vous étiez secrétaire nationale du parti Horizon, c'est donc le parti d'Édouard Philippe, qui est candidat à l'élection présidentielle et qui voit quelque part sa campagne un petit peu percutée par le contexte. Il n'est pas en campagne pour la présidentielle. La présidentielle, c'est dans 2 ans. Ah, il n'est pas en campagne ? Il a annoncé sa candidature. Oui, il fait quoi, mais alors ? La campagne des présidentielles, c'est pas maintenant. Il conforte le parti. Le rendez-vous de dimanche à Lille, c'est pas un tout petit peu dans l'optique de la candidature ? C'est un congrès de partis politiques. Et vous qualifieriez comment alors le moment dans lequel est Édouard Philippe en ce moment, s'il n'est pas en campagne ? Il conforte son assise, il sillonne la France. Alors je sais, ça frustre beaucoup les journalistes que vous êtes. Mais il le fait sans les médias. Parce que ça frustre pas mal de gens chez vous. Il y a aussi beaucoup de troupes d'Horizon qui commencent à se dire, qui s'impatientent. Beaucoup, toujours les mêmes. On les entend, toujours les mêmes, vous allez nous le dire. Mais j'en sais rien parce qu'ils le font de manière anonyme. C'est la vie naturelle des partis. Quand un parti grandit, et c'est la chance d'Horizon de grandir et de grandir assez vite, vous avez toujours des gens qui sont contents que des journalistes les appellent. Un Bruno Retailleau ne vous inquiète pas ? Écoutez, Bruno Retailleau, il est ministre d'un gouvernement dans lequel il y a des ministres Horizon. Il fait son travail.
2027, ça n'est pas tout de suite. Bruno Retailleau, j'ai de l'estime pour lui. Il y a des sujets sur lesquels je suis d'accord, d'autres sur lesquels je suis en désaccord. Je ne sais même pas s'il sera président de son parti. De là à savoir s'il est candidat à 2027. Ce dont je suis sûr, c'est qu'Édouard Philippe l'est. Et ce dont je suis sûr, c'est que je le soutiens. Parce que dans le monde qu'on vient de décrire, entre Vladimir Poutine et Donald Trump, je n'ai pas envie de voir Marine Le Pen présidente de la République. Et justement, et quand on entend parler d'un ticket président, Premier ministre, précisément pour que à côté d'une candidature RN, il y ait quelqu'un au centre droit, un ticket Édouard Philippe, Bruno Retailleau, c'est quelque chose qui est complètement, vous n'allez pas me répondre oui aujourd'hui, mais c'est pas très paritaire. Complètement hors. Pas très paritaire aussi. C'est voilà. Une bonne réponse. Mais le ticket en soi est une option. L'élection présidentielle en France ne s'est jamais faite sur un ticket. Sarkozy-Fillon ? C'est vrai, Sarkozy-Fillon, peut-être une petite exception. Ça n'a peut-être pas été la meilleure idée qu'a eu la France compte tenu des choix de François Fillon. Merci à vous, Nathalie Loiseau, députée européenne centriste. Vous êtes également présidente de la commission sur le bouclier démocratique de l'UE au Parlement européen. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous restez sur France Info. Les informés sont à suivre avec Renaud Dely dans 5 minutes maintenant.